Après lui avoir fait affronter criminels crapuleux et savants fous au cours de sa première année de publication, les créateurs de Batman, Bob Kane et Bill Finger, décident d'imaginer, avec l'aide de Jerry Robinson, un ennemi plus imposant et plus marquant pour le premier numéro du magazine Batman de 1940. Le Joker naît ainsi, inspiré par L'Homme qui rit, un film muet de 1928, par une carte à jouer et la mascotte d'une attraction de montagne russe à Coney Island. Dès sa première histoire, il est un assassin cruel au maquillage de clown qui ruse pour atteindre ses victimes, figeant sur leur cadavre un rictus glaçant grâce à un poison létal. Au cours de l'âge d'or, le personnage perdra en violence pour gagner en théâtralité, puis en background lorsque Bill Finger offrira à ses lecteurs un semblant d'explication quant à ses origines en imaginant l'identité du Red Hood et une chute dans une cuve des produits chimiques. L'âge d'argent et le Comics Code Authority débarrassent les comics de toute forme de violence, la science-fiction inonde les histoires et lorsque le Joker apparaît, il n'est plus qu'un voleur facétieux usant de farce et attrape pour réaliser de mauvais coups sans gravité. En 1966, la première adaptation live-action se fait sur petit écran au cours de la série télé incarnée par César Romero. L'âge de bronze permettra le retour de la violence et d'un Joker meurtrier machiavélique. Les bulles de pensée du Joker disparaissent pour conférer au personnage une attitude davantage impersonnelle puisqu'impénétrable. Puis avec l'âge sombre, c'est l'explosion. 1988, le Joker blesse grièvement Barbara Gordon sous la plume d'Alan Moore, l'œuvre de Killing Joke devient culte et canonique. 1989, le clown élimine sauvagement le deuxième Robin, et la rivalité Batman-Joker prend une toute nouvelle tournure, plus forte, plus symbolique et plus intense. Jack Nicholson fait exploser la notoriété du super-vilain dans le film Batman de 89 qui connaît un immense succès à l'international, le tout appuyé par la série animée de Bruce Timm et Paul Dini qui, en plus de finir de faire connaître le Joker partout dans le monde, lui invente une acolyte féminine devenue depuis lors culte. L'âge sombre et l'âge moderne ancrent le Joker en tant que véritable incarnation du mal et de la folie plutôt qu'un simple méchant de bande dessinée. Le grand écran permet à 2 nouvelles reprises de concrétiser la suprématie du Joker et son importance capitale dans la pop culture grâce aux prestations hallucinantes de Heath Ledger en 2008 dans la trilogie The Dark Knight, puis Joaquin Phoenix dans le premier film entièrement dédié au clown meurtrier dès 2019. Sa véritable identité reste à ce jour inconnue. On sait juste qu'il mesure à peu près 1m95 pour 87 kg. Sa première apparition date de 1940. Généralement, sa base d'opération se résume à Gotham City. Au niveau de ses capacités spéciales, il est un stratège hors norme, prévoyant, imprévisible, insaisissable. Il dispose d'un arsenal conséquent de gadgets plus ou moins dangereux et mortels. C'est un excellent combattant au corps à corps et son potentiel de destruction ne connaît aucune limite. Son plus grand ennemi, bien évidemment, reste Batman. Quant à ses principaux faits d'armes, on pourra noter, entre le meurtre de centaines d'innocents, le fait d'avoir rendu paraplégique Barbara Gordon. Il a tué le deuxième Robin, Jason Todd, mais il a également assassiné la compagne du commissaire Gordon. Bien le bonjour les anxieuses, et vous êtes sur Os Comics et aujourd'hui nouvel épisode Trombinoscope consacré au Joker. Sacré personnage. Donc ça m'a demandé un peu de boulot au niveau de la lecture. On va commencer sans plus attendre parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer concernant le Joker. Forcément, c'est l'ennemi majeur de la sphère comic book. Donc, on commence avec, chez Urban, collection anthologie. Nous avons le Joker qui a droit à son propre numéro. 368 pages, 25 €. Voilà. Donc, ça regroupe, je vous le rappelle, la collection anthologie, ça regroupe plusieurs histoires de la chronologie d'un personnage depuis sa création jusqu'à l'époque New 52. Voilà. Donc ça, c'est justement le bouquin que j'ai lu pour vous préparer au mieux ce trombinoscope. C'est pour ça que ce trombinoscope arrive un peu tard. Quoi qu'il arrive, il va falloir vous habituer à partir de maintenant à une publication un peu plus lente, un peu plus raisonnable en termes de trombinoscope. Je ne pourrais pas me permettre d'en faire 5 par semaine comme j'ai fait la semaine dernière. Donc on va y aller un peu plus mollo. Surtout quand on traite des personnages comme ça. C'est pas la même chose que de parler du Joker et de parler d'Atrocitus. Donc là, vous avez par exemple la première histoire du Joker à la première apparition. Voilà. Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson, les 3 créateurs du Joker. Dans le Batman numéro 1. Hop là, ici. Batman numéro 1, ça date de 1940. Ce comic book que vous voyez là, c'est actuellement le 3e comic book le plus cher de l'histoire. Ça se chiffre en des millions d'euros pour ceux qui ont l'exemplaire. Alors, le 2e comic book le plus cher de l'histoire étant le premier Spider-Man.
et le premier comic book le plus cher de l'histoire étant bien évidemment Action Comics numéro 1. Voilà, donc ça c'est excellent, hein, c'est du anthologie, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça vous permet de vous rendre compte vraiment de l'évolution d'un personnage durant les époques, âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, etc. jusqu'au New 52, avec l'évolution graphique qui va avec, hein, bien évidemment, les dessins de l'âge d'argent n'ont rien à voir avec les dessins de l'âge moderne ou de l'âge sombre, donc voilà. C'est vraiment cool, il y a des histoires relativement marquantes là-dedans. L'histoire que j'ai adorée, alors ça a mal vieilli, on parle de trucs qui datent des années 50, 40, enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y en a la moitié là-dedans qui ont très mal vieilli. Mais il y a une histoire que j'ai adorée, c'est une histoire qui date de 1951 et c'est la première itération du Red Hood. En fait, voilà, c'est Bill Finger, le papa de Batman, qui a inventé le Red Hood et qui a, avant Alan Moore, bien 40 ans avant Alan Moore, avait déjà soumis cette idée du Red Hood qui tombe dans la cuve d'acide et qui se transforme en Joker. Voilà. C'est donc Bill Finger qui est à l'origine de cette histoire, de cette hypothèse. Donc ça, je vous le conseille. Il y a vraiment d'excellentes histoires qui tournent autour du personnage du Joker. C'est un must-have pour les fans. Ensuite, nous avons bien évidemment, là on va faire du grand classique, Killing Joke, ça date de 88 je crois. À la vôtre. Bizarre. Bref. Désolé. Ça date de 88, Killing Joke, hein, j'imagine que vous l'avez tous déjà lu, ces trucs-là, je sais même pas pourquoi je vous le présente. On remarque une mise en page très académique. Hein, c'est pour les amateurs de BD franco-belges qui ont du mal avec les dessins très modernes des comic books. Et bien ça, vous pourrez apprécier sans peine, puisque on est vraiment sur ce qu'on appelle un gaufrier, alignement des cases régulier, propre, sans bavure. Donc mise en page très, très académique avec des trucs cultes. Hein. Ce dessin du Joker, c'est l'un des plus cultes qui existe à ce jour. Hein. Vous tapez Joker sur Google Images et vous allez l'avoir en 15 exemplaires. Hein. Donc voilà, Killing Joke, ça nous présente bien évidemment l'affrontement entre le Batman et le Joker. Là-dedans, vous avez la tentative d'assassinat du Joker sur Barbara Gordon qui va la clouer dans un fauteuil, roulant jusqu'à la fin de ses jours, en tout cas jusqu'au New 52 pour le coup. Mais voilà, ça c'est excellent, c'est dessiné par Brian Bolland et c'est scénarisé par Alan Moore, bien évidemment. Alan Moore donc, qui reprend l'idée du Red Hood, déjà initié par Bill Finger en 1951, dont je viens de vous parler. Killing Joke, c'est un must-have. Ça se lit très vite, hein. C'est un UB05, c'est très rare les UB05. Ça coûte 14,50 €. C'est le plus petit format que vous avez chez Urban. 72 pages. Ça, vous y lisez en 3 quarts d'heure, c'est bouclé. Donc, c'est un must-have. Tim Burton s'en est inspiré pour faire son film Batman de 89. Allez, je vais accélérer un peu. Joker, dessiné par Liberneio, c'est scénarisé par Azzarello, un couple d'artistes que j'ai découvert sur le Luthor en fait. Le principe, je prends un super vilain, donc ils ont déjà fait Lex Luthor, après ils ont fait le Joker, ou dans l'autre sens, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, le principe c'est je prends un super vilain connu, iconique, et j'écris une histoire centrée sur ce super vilain. C'est-à-dire que Batman n'apparaît quasiment pas là-dedans, si on le voit à la fin notamment. Il apparaît quasiment pas. L'histoire nous est racontée du point de vue d'un sbire du Joker. C'est-à-dire un mec comme vous et moi qui bosse pour le Joker. À partir du moment où tu travailles pour le Joker, tu peux pas être quelqu'un comme toi et moi. Tu as compris ce que je veux dire, voilà. Et donc forcément qui va nous raconter un petit peu le quotidien du Joker. On me l'avait beaucoup conseillé. Je suis pas fan du personnage, donc j'ai eu un frein avec cette lecture et j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier. C'est pas mauvais, mais c'est vrai qu'on me l'a peut-être trop survendu. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Il faut vraiment être un fan, un passionné du personnage pour éventuellement y trouver un intérêt. Et moi, j'ai eu un peu plus de mal pour le coup. Voilà, collection Black Label chez DC. Ensuite, une lecture que je n'ai pas forcément appréciée non plus. Alors pourquoi je vous montre des bouquins que j'ai pas appréciés? C'est parce qu'en fait, j'ai quand même conscience du potentiel de l'œuvre en question. Je vous avais présenté All Star Superman dans le livre que j'ai pas forcément aimé plus que ça. Mais j'ai quand même conscience du fait que c'est une lecture mythique pour Superman. Même chose en fait, j'ai conscience du potentiel de White Knight. Ça c'est Sean Murphy je crois, ouais c'est ça, Sean Murphy. J'ai quand même conscience du potentiel de White Knight, histoire dans laquelle le Joker à la suite d'un accident semble redevenir une personne tout à fait normale. C'est-à-dire qu'en fait il enlève son maquillage et en fait il essaie de s'intégrer dans la vie de tous les jours. Il se fait appeler Jack Napier, le voilà le Joker. Ici.
hop, c'est dur quand c'est inversé ici. Il se fait appeler Jack Napier, référence donc à Tim Burton. Et donc en fait c'est un citoyen tout ce qu'il y a de plus lambda. C'est comme si en fait il était amnésique et qu'il se souvient plus du tout de son passé de Joker. Et du coup il essaye de se réintégrer dans la vie de tous les jours, dans le Gotham de tous les jours. Et il porte plainte contre Batman, estimant que Batman, à chaque fois qu'il intervient pour coffrer un ennemi, il cause à la ville des millions de dégâts, des centaines de millions de dollars de dégâts. Et du coup, au nom de tous les citoyens de Gotham qui en ont marre de payer des impôts, le Joker Jack Napier du coup attaque Batman en justice. Voilà, ça tourne pas qu'autour de ça. Vous avez également une nouvelle itération du personnage Harley Quinn là-dedans. J'ai pas forcément apprécié, l'histoire est pas mauvaise, mais moi c'est la fin que j'ai pas apprécié, c'est la chute. Voilà, c'est l'explication quant à ce changement d'identité brutal que connaît le Joker dans cette histoire. C'est ça qui me déplaît en fait, j'aime pas du tout l'explication. Bref, ceux qui l'ont lu sauront de quoi je parle et je ne vais pas en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas lu. Voilà, je n'ai pas forcément aimé cette lecture, mais je vous la conseille si vous êtes fan du personnage et que vous ne l'avez pas encore lu, parce que là-dedans vous allez y voir le Joker sous un tout nouveau jour, clairement. Le Dark Knight Returns, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que j'ai fait un cause comics concernant le Dark Knight Returns. Je vous invite à regarder le cause comics si vous n'avez jamais lu Dark Knight Returns. Je pense que je pourrais vous donner envie de le lire. Et là-dedans, on a le retour du Joker. Et c'est une histoire extrêmement importante pour les fans du Joker parce qu'il se passe quelque chose d'assez conséquent. Je vais essayer de vous trouver le Joker. Voilà, une page qui ne spoile pas. Le Joker, alors vous avez remarqué qu'au niveau du dessin c'est pas terrible, en tout cas c'est mon avis, j'aime pas du tout, ça me pique les yeux, c'est du Frank Miller et du coup j'ai un peu de mal avec ça, mais l'histoire elle est excellente. Dark Knight Returns avec le retour du Joker sur le devant de la scène et un Joker plus létal que jamais, plus mortel que jamais. Et enfin, une histoire incroyablement classique qui a incroyablement mal vieilli, c'est Un deuil dans la famille, ça a très mal vieilli, c'est-à-dire que ça date de 89. Et pourtant, tu as l'impression que c'est un truc de l'âge d'argent, en fait. C'est vraiment au niveau des dialogues, au niveau de la narration, au niveau du scénario, enfin les ficelles du scénario qui sont visibles à 3 km. Un deuil dans la famille, bon bah c'est pas du spoil ce que je viens de vous montrer, c'est la mort de Jason Todd, c'est connu comme le loup blanc, donc vous le savez forcément. On a une représentation pas très à droite des populations arabes ou des populations du Moyen-Orient, où on en fait des terroristes à Kalachnikov sans cerveau. Voilà, il y a quand même des gros défauts de scénario et de narration là-dedans qui ont mal vieilli. Vous voyez, toutes ces bulles de pensée, toutes ces cases de recontextualisation, ça alourdit le récit, c'est très lourd, c'est pas accessible à tout le monde parce que au niveau des dessins aussi, hein, voilà, c'est suranné, tout simplement. Le Joker qui réussit à détourner, je crois, une bombe atomique ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est grotesque. Mais le problème, c'est que cette lecture, il faut y passer parce que c'est mythique. C'est mythique, c'est la mort de Jason Todd. Donc c'est un des principaux faits d'armes du Joker, ce qu'il y a là-dedans. Autant la lecture peut te casser les couilles, mais c'est vrai que c'est un des principaux faits d'armes du Joker, le fait qu'il ait tué un Robin, c'est quand même pas rien. Là-dedans, vous avez également non seulement donc, la mort de Jason Todd, mais également la première apparition et les débuts du troisième Robin, Tim Drake. Voilà, comment Tim Drake devine l'identité secrète de Batman et Robin et comment Tim Drake se fait embaucher comme troisième Robin pour succéder à feu Jason Todd. Je ne vous conseille pas cette lecture forcément parce que vous n'allez pas probablement passer un bon moment, parce que voilà, regardez. C'est franchement kitsch, hein, je le dis, voilà, faut être franc. Mais cela dit, c'est classique et tu peux pas passer à côté. Adaptation du deuil dans la famille en beaucoup plus moderne, en beaucoup mieux maîtrisé. Alors celui-là il est neuf, je l'ai acheté mais je l'ai pas regardé, mais je l'ai déjà vu, hein, donc vous inquiétez pas. Under the Red Hood, c'est pour ma part peut-être un de mes animés d'ici préférés, peut-être mon animé Batman préféré. C'est excellent, la bande son est complètement folle. C'est du Drake, Nathan Drake, je sais plus. Enfin bref, la musique est... Putain, comment il s'appelle le compositeur? Christopher Drake, compositeur de folie. La musique est ouf. L'histoire, c'est la mort de Jason Todd, le retour en tant que Red Hood, etc. C'est excellent, c'est violent, c'est pessimiste. Et Red Hood qui ramène toujours l'éternel débat
Pourquoi Batman ne tue-t-il pas le Joker, ne gagnerait-il pas à tuer le Joker, etc., etc. Voilà, il y aura peut-être la réponse là-dedans. Ça, c'est vraiment génial. Si vous aimez le Joker, il y a un rôle crucial, bien évidemment. Ensuite, l'animé Dark Knight Returns en 2 parties. Pareil, c'est neuf, je les ai déjà vus, mais je les ai rachetés. Parce que je les ai vus en streaming, donc du coup, je les ai rachetés en DVD. Et j'ai pas pris le temps de les rouvrir pour les re-regarder. L'animé est peut-être pas aussi violent que le comics. Peut-être pas aussi glauque, peut-être moins bien construit scénaristiquement parlant. La narration est beaucoup moins bonne. Mais j'ai beaucoup plus de facilité à regarder ça qu'à lire Dark Knight Returns. Parce qu'au moins là-dedans, il n'y a pas les dessins de Miller. Donc l'animé est plus joli, et si vous avez du mal avec les dessins de Miller, regardez l'animé Dark Knight Returns. Bien évidemment, pour les mêmes raisons, le Joker, il y a une place importante. Ensuite, la série animée Batman, encore elle, voilà, avec le Joker, qui est doublé par Marc Hamill en VO. C'était Pierre Athey en VF, le doubleur de Doc de Retour vers le futur, ou du méchant dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est aussi la raison pour laquelle j'aime pas le Joker aujourd'hui, en fait, ce dessin animé, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes avec le Joker. Moi, mon préféré, c'était l'Épouvantail quand j'étais gamin. Et le problème, c'est qu'il y a 3 fois plus d'épisodes avec le Joker qu'avec l'Épouvantail. Et ça me faisait chier, en fait. Je trouvais qu'il était il est peut-être trop exposé là-dedans, finalement, le Joker. Tu vois, c'est peut-être le défaut de la série animée. C'est vrai qu'il revient très, très souvent. Et par moments, il fait pas des apparitions très, très exceptionnelles, en fait. Voilà. Donc, hormis ça, le personnage est très bien traité. Le doubleur est exceptionnel. Il fait un travail de grande qualité. Ce dessin animé a vu la naissance d'Harley Quinn également, donc c'est pas rien. Au niveau des films, je vais pas être original. Batman de Tim Burton avec le Joker qui ici est le personnage principal, c'est pas seulement l'ennemi principal, c'est le personnage principal du film avant Batman, Jack Nicholson. C'est pour ma part la meilleure interprétation du Joker à ce jour en live action. Je l'ai déjà dit dans une vidéo pause, j'avais fait un petit débat, donc allez voir cette vidéo si vous voulez connaître mon avis là-dessus. Mais voilà, pour moi, même si j'aime pas ce personnage, je suis forcé de constater que Jack Nicholson livre la meilleure prestation du Joker à ce jour en live action. Ensuite, nous avons bien évidemment l'excellent Dark Knight de Nolan avec une fois de plus une prestation d'enfer de la part de Heath Ledger, qui est pour beaucoup le meilleur Joker de tous les temps au cinéma. C'est pas mon avis, mais je conçois qu'on puisse voir la chose de cette manière. Et enfin, dernièrement, une réadaptation du mythe du Joker, beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins fantaisiste. On s'est permis beaucoup de liberté pour livrer une adaptation du Joker qui n'a pas grand chose à voir finalement avec l'univers d'ici. Mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est un excellent film. C'est pas forcément une bonne adaptation du Joker, parce que c'est pas le Joker que vous avez sur mon t-shirt par exemple. On est à des années-lumière de ça, mais le film vaut quand même le coup d'œil. C'est exceptionnel ce truc. Et en jeu vidéo, je ne vais pas être original non plus. Vous avez bien évidemment Arkham Knight, Arkham Asylum et Arkham City. Le Joker y est le méchant principal. Mais si je devais vous conseiller un seul jeu vidéo concernant le personnage du Joker, alors ce serait sans hésiter Batman Arkham Origins. Parce que le Joker y est peut-être moins présent que dans les deux autres, mais son histoire est beaucoup mieux racontée. On s'attarde sur son passé, on a des cinématiques où on le voit en Red Hood, on voit sa transformation, on voit la première rencontre avec Harley Quinn. Bref, je trouve que le Joker est mieux traité ici qu'il ne l'est dans les deux autres, mais il a moins de temps de présence. Donc, pour moi, c'est un jeu idéal. Voilà, donc si vous aimez le Joker, et le meilleur jeu pour moi à ce jour concernant le Joker, c'est Arkham Origins. Voilà. Et puis le Joker, il est un peu moins chiant, je trouve, que dans les deux autres. Il a moins de présence et il est moins loufoque, enfin il est plus stratège et je sais pas, je préfère ce Joker là aux deux autres. Bref, voilà. Lors du dernier épisode, je vous avais demandé de voter pour Lois Lane, que j'avais placé deuxième du classement. Donc ça, c'était le classement avant vos votes. Et quel est le classement officiel à ce jour? Vous avez été 34 votants. Il y a une personne qui l'a mis en première position. Il y en a pas mal qui l'ont mis en dernière position. Ça s'est battu aussi pour le milieu de classement. Résultat des comptes, nous avons un total de 102 divisé par le nombre de votants. Je trouve le chiffre pile poil de 3. Donc Lois Lane finit 3e du classement. Le classement officiel à ce jour donc.
Superman en 1, Mera en 2, Lois Lane 3ème position, Atrocitus 4ème et l'épouvantail en 5ème. Je dois placer le Joker dans ce classement. Le Joker, vous l'avez compris depuis très longtemps si vous me suivez, je suis pas un fan du personnage, vraiment, c'est un personnage qui m'énerve. J'ai conscience du potentiel important vraiment du personnage, j'ai conscience que voilà, c'est un ennemi historique, c'est un des plus grands ennemis de la sphère comic book, si ce n'est le plus grand, un des plus grands super vilains de la geekosphère, mais vraiment, hein, pour le coup, culture geek, culture pop, le Joker, c'est le super vilain par excellence, avec d'autres comme Dark Vador par exemple. Ils sont au sommet de la pyramide, les mecs. Donc j'ai conscience de tout ça, hein, je suis pas con, c'est juste que moi personnellement, non. Je ne l'aime pas plus que ça, et il a tellement été surexposé ces dernières années, pas seulement au cinéma, mais surtout dans les jeux vidéo. En fait, dès que tu as un jeu vidéo Batman, on te fout forcément le Joker pendant 80% du jeu dedans. Et du coup, moi, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. C'est-à-dire que t'aimes bien la pizza, mais sans plus. Et pendant 10 ans, tu manges que ça tous les soirs. Au bout d'un moment, la pizza, tu ne veux plus en entendre parler. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec le Joker. C'est un personnage que je détestais pas forcément, tu vois, mais j'aimais pas plus que ça. Et puis j'en ai tellement bouffé que forcément maintenant il me pète les couilles, je peux plus le voir en peinture. Bref, le Joker pour moi il va clairement en dernière position. Je le classe après l'épouvantail. Si ça avait tenu qu'à moi, le Joker aurait été devant Atrocitus et derrière l'épouvantail, parce que je préfère l'épouvantail, mais je préfère le Joker quand même à Atrocitus. Atrocitus, je le connais pas assez, et puis c'est un personnage, c'est un ennemi secondaire, tu vois, il est pas important, il est pas. Donc je préfère quand même un peu le Joker par rapport à Atrocitus, mais là dans ce classement-là, étant donné qu'Atrocitus est devant l'épouvantail, et ben je place le Joker derrière l'épouvantail. Donc pour moi le Joker est 6ème du classement. À vous de le noter. Et je vous rappelle, prenez en compte ce classement-là. Voilà. Si ce classement-là n'apparaît pas dans votre commentaire, avec la position du Joker vis-à-vis de ce classement, je ne prendrai pas votre vote en compte. Voilà. Il y a des gens qui ne l'avaient pas compris sur le dernier épisode, je n'ai pas pu prendre leur classement en compte, forcément. Voilà, merci à vous tous et votez. À très bientôt. Restez chez vous, prenez soin de vous.